Depuis son origine, l'homme a toujours cherché à tracer des limites là où il n'y en avait pas. Repoussant les êtres originels du monde loin de ces villes peu ragoûtantes, nous avons pillé et construit sur des ruines elfiques. Érigé des murs et puissantes forteresses en lieu et place d'immenses forêts, voilà à quoi sert notre civilisation. Mais soyons tout de même optimistes, il ne faudrait pas que l'on me considère comme un paria défendant ces races putrides et l'abomination venue tout droit de nos cauchemars. Il semblerait que lors de mes précédents voyages, j'ai omis de vous conter comment s'organiser le monde. Après tout, c'est logique. Comment pourriez-vous vous repérer dans ce vaste continent sans un cours de géographie? Prenez place à côté de moi et n'ayez crainte, je vais vous guider dans votre soif de connaissance dans les immenses cités et royaumes du Nord. Lors de ma précédente histoire chronologique, je vous avais raconté comment l'empire de Nilfgaard s'était forgé et comment il était arrivé aux portes des royaumes du Nord. Vaste terre qui occupe une grande place sur l'immensité du monde, les royaumes du Nord sont tout un ensemble de principautés et royaumes tout aussi variés les uns que les autres. Mon récit ne va pas se concentrer sur une énumération de toutes les entités, mais plus spécialement des grands royaumes et entités territoriales qui composent les royaumes du Nord. La carte peut varier car il arrive que des royaumes annexent leurs voisins sur un coup de tête ou dans le cadre d'une rivalité ancestrale. Mes descriptions ne sont clairement pas exhaustives, voyez-y une tentative de synthèse pour améliorer votre compréhension des forces et entités qui régissent le monde dans lequel nous vivons. Voyageons dans la partie la plus au nord de ce vaste ensemble qui compose les royaumes du Nord. Nous avons le royaume de Kovir et Povis qui est en réalité composé de deux royaumes unis en un seul. C'est dans le Grand Nord que grandissent ces royaumes, utilisant leur puissance navale pour prospérer. À la base, ces deux royaumes étaient des provinces de l'immense royaume de Redania, et elles furent offertes en cadeau par le roi Radovid Ier à son frère qu'il détestait tant. Il pensait éloigner son frère du pouvoir, mais il ignorait qu'il lui avait fait un cadeau béni des dieux. 4 générations plus tard, le royaume de Kovir et Povis était riche, comptant sur ces immenses réserves d'or, argent, cuivre, platine et fer que l'on pouvait trouver dans ces montagnes. Lorsque le petit-fils de Radovid Ier, nommé Radovid III, voulut renégocier les termes du don fait auparavant par son grand-père, il n'obtint pas la réponse à laquelle il s'attendait. Kovir et Povis voulaient garder leur indépendance face à leurs envieux voisins et ils repoussèrent les armées rédaniennes et kedweyennes, consolidant leur emprise sur le Grand Nord. Depuis ce jour, le royaume de Kovir et Povis maintient une neutralité quasi sans faille, jouant sur sa puissance commerciale et maritime pour s'imposer comme un royaume fort. Kovir et Povis possèdent notamment plus des 3/4 des gisements de diméritium, un métal extrêmement rare qui empêche les transferts d'énergie magique. Autant dire que la grande majorité du commerce de minerais pour contrer la magie dépend entièrement de cette région. Fait amusant mais pas si rare que cela, le royaume comporte 2 capitales, la cité Pont-Vanis en été et la capitale hivernale, Lan Exter, où les canaux font office de rue. Le pays est actuellement dirigé par le roi Esterad Thyssen, qui opta pour la neutralité lors des conflits, mais qui aime quand même se mêler de la politique étrangère grâce à son vaste réseau d'espions. Kreiden, Malror, Caingorn et Holopol, 4 petites principautés qui formaient les marges du royaume de Kovir et Povis, décidèrent d'entrer ouvertement en rébellion et formèrent ce que l'on appela le Royaume des Marches. Pendant plus de 2 siècles, ces régions furent en proie au désordre et au chaos. Les complots et les rois s'enchaînaient comme les jours suivent les nuits, et il fallut attendre l'arrivée de Niedamir de Caingorn pour que les Marches soient à nouveau réunies en une seule principauté qui prendra le nom de la Ligue de Hengforce. Niedamir fit pendre, décapiter et massacrer les fauteurs de troubles jusqu'à consolider pleinement son pouvoir et rétablir son autorité sur ces 4 territoires. Plus bas que le Grand Nord, nous rencontrons ce que l'on surnomme les 4 grands royaumes, Redania, Kedwen, Temeria et Edirne. Comme vous vous doutez qu'il y a beaucoup de choses à dire, je vous invite à vous resservir une bonne bière car ça va devenir de plus en plus compliqué. On commence par le royaume de Redania. Situé entre les rivières Buina et du Pontar, la Redania a toujours été un royaume ambitieux, désireux de tirer son épingle du jeu face à ses voisins directs. L'origine de ce puissant royaume remonterait aux premières arrivées des hommes sur Terre via la mer,
et les Redaniens sont fiers de leur héritage à tel point qu'ils aiment le rappeler à quiconque remet en doute leur légitimité. La capitale du royaume est la cité de Tretogor, mais la grande puissance de Redania réside dans la ville d'Oxenfurt, où est située son université réputée dans le monde entier. Par ailleurs, la Redania est le royaume avec l'armée la plus imposante du Nord, et ses unités royales forment la garde d'élite, mais aussi son corps expéditionnaire spécial qui vient à bout de n'importe quelle armée. L'actuel roi de Redania se prénomme Vizimir II le Juste, un roi conciliant et assez apprécié du peuple rédanien. À l'est de la Redania, nous rencontrons le royaume de Kaedwen, qui est le plus jeune royaume du Nord car son origine remonte à moins de 2 siècles. C'est suite à la deuxième guerre contre les elfes que ce dernier prit sa forme définitive dans les immenses forêts du Nord, d'où le surnom de Kaedwen la Boisée. La haine des elfes et des autres races est omniprésente à Kaedwen, si bien qu'il arrive à ce royaume d'entrer en conflit avec ses voisins directs qui se montrent beaucoup moins agressifs avec les anciens habitants du monde. Ard-Carreg est la capitale du royaume, mais la cité de Banhard est beaucoup plus réputée que la capitale car elle abrite la prestigieuse école de sorciers, sans oublier la forteresse de Kaer Morhen au nord, lieu où réside la prestigieuse école du loup formant les sorceleurs, mais ça, c'était une toute autre époque. Étant donné son aspect rustre, les royaumes voisins voient dans les Kaedweni des arriérés ayant été engendrés par des bandits et bagnards expulsés dans les montagnes. Mais en réalité, ils sont tout à fait sympathiques et ne rechigneront pas à aider un voyageur quémandant l'hospitalité, du moment qu'il n'est pas un elfe, bien entendu. L'actuel roi de Kaedwen se prénomme Henselt, et selon lui, il faut plonger les non-humains dans les rivières jusqu'à ce qu'elles se gorgent du sang des anciennes races. Un personnage qu'il vaut mieux ne pas provoquer, hein. Comme pour la Redania, l'histoire de la Téméria remonte aux origines de l'homme et de son arrivée durant la conjonction des sphères. Bordé par le Pontar au nord et la Yaruga au sud, ce royaume entretient une grande rivalité avec son voisin rédanien. La capitale de son royaume est la puissante cité de Vizima, située au bord d'un grand lac, sans oublier la forteresse lourdement fortifiée de Mayena ou encore la cité portuaire de Gorsvelen, située près de l'académie de sorcellerie d'Arethusa. Le roi Foltest, qui gouverne cette région, détient également le titre de duc de Soden et grand protecteur d'Elander, 2 régions qui forment la bordure sud de Téméria. Comme Kaedwen, le royaume d'Edirn fut forgé beaucoup plus tardivement que les grands royaumes, et malgré ce retard, cette entité territoriale tira sa puissance des nombreux minerais trouvés dans ces montagnes, mais aussi de sa prospérité agricole obtenue grâce à ses terres fertiles. Chaque cité a ses spécialités. Vengerberg, la capitale du royaume d'où provient une certaine Yennefer, est spécialisée dans le textile, manufacture et distillerie, sans oublier les cités de Gudlet et Eisenland qui sont des grands centres de la métallurgie. Le monarque qui gouverne le royaume d'Edirn se prénomme Démavind III, un roi assez cruel et envieux, mais fin tacticien militaire et doté d'une grande intelligence. En parallèle de ces grands ensembles territoriaux, il existe des petits royaumes et principautés qui parsèment la carte du monde. La puissante cité de Novigrad à l'ouest est un cas unique en son genre. Cité qui appartenait à la Redania et qui fut conquise par la Téméria durant la terrible guerre de 7 ans, le roi Radovid III de Redania parvient à reconquérir la cité et à négocier la paix avec Téméria. Les termes du traité intimaient que la cité de Novigrad devait rester autonome pour ne plus susciter de convoitises. Aujourd'hui gouvernée par un hiérarque, Novigrad est la plus grande ville humaine sur le continent. Bruyante et très animée, elle est une riche cité-État où le commerce fait foi. Elle ne compte pas moins de 4 grands moulins, une presse lui permettant de battre sa propre monnaie, chose rare pour une cité, 8 banques, 40 auberges, une douzaine de bordels, et presque autant de temples dont la plupart sont dédiés au feu éternel, une secte religieuse qui vénère le feu comme une divinité. Plus à l'est cette fois, le royaume de Lyria et Rivia est un petit état qui est allié depuis toujours à celui d'Edirn, formant un état tampon au sud tout en défendant la frontière stratégique de la Yaruga. Gouvernée par la reine Mève, elle porte le surnom de reine blanche, voire de veuve virile, à tel point que certains la comparaient même avec la reine calante de Sintra. Lyria est la capitale du royaume en été, tandis que Rivia en est la capitale hivernale, en plus d'être la cité d'origine d'un certain sorceleur nommé Geralt de Rive, diminutif de Rivia, d'après ce que racontent les légendes. L'histoire de Cidaris à l'ouest est aussi ancienne que celle des royaumes de Téméria et Redania,
bien que son territoire soit évidemment plus petit. Ce petit royaume doit sa fortune et sa prospérité à son commerce maritime, son vin exquis et à son exploitation des ressources océaniques, qu'il s'agisse soit de perles ou de pêche. Le roi Etain, considéré comme juste et éclairé, gouverne le royaume sans mal et ne s'engage quasiment pas dans les guerres, préférant garder sa neutralité. Il s'agit d'une mini-Novigrad en quelque sorte, avec d'immenses bazars et des lieux de commerce où s'échangent de nombreuses marchandises venues des quatre coins du monde. Kerak, Verden et Brugge sont des petits royaumes à l'ombre de l'immense forêt de Brokilon où vivent les Dryades. Le royaume de Kerak, mis à part la cité qui porte le même nom, n'est pas un royaume très important en soi, si ce n'est qu'il a été fondé par un pirate et qu'il est gangréné par la corruption. Concernant les régions de Verden et Brugge, il s'agit de deux provinces vassales du puissant royaume de Sintra qui ne sont guère plus importantes que ça. Quittons le continent et prenons la mer en direction de l'archipel de Skellige. Rocailleux et inhospitalier, c'est l'un des premiers endroits occupés par l'homme lors de son arrivée. Son peuple est composé de marins vaillants et expérimentés par la vie dure de l'île, qui en plus de la langue commune des hommes, parle soi-disant un dialecte très ancien dont il n'est pas facile de comprendre la signification. Les îles de Skellige sont unies sous le règne d'un roi choisi parmi les membres d'un des principaux clans de l'île lors d'une cérémonie traditionnelle. Le roi est subordonné par un jarl qui fait office de commandant des armées mais aussi commandant des flottes du royaume. Skellige est un royaume allié de toujours à celui de Sintra, auquel il est connecté par les liens du mariage. Eist Tuirsuch, qui épousa la reine Calante lors de la venue de Geralt de Rive au mariage de Pavetta et Hérisson, était le frère du roi Bran de Skellige. Et enfin, Sintra est le terme de notre voyage dans les royaumes du Nord. Petit royaume, mais aussi fier et fort de son histoire, les lions de Sintra sont avant tout des guerriers dans l'âme. Situé à la frontière avec ce qui compose les royaumes du Sud, Sintra impose sa domination sur les régions alentours comme Verden ou Brugge, deux provinces vassales qui servent de régions tampons. Le nom du royaume et de la capitale est issu du mot elfique Xintrea, et c'est sous le règne de la reine Calante qu'il prospéra le plus. En l'an 1232, la princesse Calante, âgée alors de 14 ans, devient la reine de Sintra à la place de son père. Un an plus tard, elle remporta une victoire décisive contre le royaume de Nazaire, ce qui lui valut le surnom de Lionne de Sintra. Mais très vite, elle s'opposa à l'aristocratie qui voyait en elle une simple épouse pour le futur roi. Calante voulait régner sans partager le pouvoir pour maintenir sa dynastie et elle militait pour l'institution d'un prince consort qui siégerait auprès d'elle sans un quelconque pouvoir. Les anciennes familles de Sintra s'y opposèrent et Calante fut confrontée à un choix cornélien. Soit elle plongeait Sintra dans une guerre civile, ou bien elle l'abdiquait au profit d'une autre lignée, ou encore, troisième option, elle devait se marier avec Rogner, le prince d'Ebbing. Inutile de préciser que la lionne opta pour la troisième solution et elle épousa le prince en l'an 1235. Bien entendu, Calante ne se laissa ni dompter ni embrigader dans des affaires de bonne femme. Elle était la lionne de Sintra et elle voulait montrer sa puissance à une aristocratie qui doutait. C'était pourtant le roi Rogner qui régnait, même si personne ne le surnommait le lion. C'était bien la reine qui tenait les rênes. Calante fit tout ce qu'elle put pour tomber enceinte et avoir un fils, mais rien n'y fit. Sauvé par l'intervention de Denis en l'an 1237 alors qu'il était blessé, le roi fit une promesse à ce dernier et le chevalier Denis réclama le droit de surprise, c'est-à-dire quelque chose qu'il avait laissé chez lui sans le savoir. Après avoir accepté, le roi retourna à Sintra et découvrit que la reine était enceinte et elle accouchera en fin d'année 1237 de la princesse Pavetta. Calante fit à nouveau 2 fausses couches par la suite et il était à présent évident qu'elle n'aurait plus d'autres enfants et que Pavetta serait sa seule héritière. Après la mort du roi Rogner en 1246 des suites d'une maladie, la lionne aspira de nouveau au pouvoir absolu et l'aristocratie s'opposa encore à cette décision. Sur le trône de Sintra devait régner un roi accompagné d'une reine et non d'une reine seule. Les choses furent à nouveau exposées clairement. Dès qu'elle serait en âge d'être mariée, Pavetta épouserait le nouveau roi de Sintra. En 1251, alors que les réunions de sa fille Pavetta et Denis devinrent de plus en plus fréquentes et régulières, le couple caché fut repéré et la nouvelle remonta à la reine Calante. Cette dernière, furieuse, se souvint alors de la mésaventure de Rogner et de la loi de surprise, et elle décida de se débarrasser de Denis à tout prix sans éveiller les soupçons. C'est alors qu'elle décida d'amener un sorceleur à Sintra, dans l'espoir qu'il se débarrasse du monstrueux Denis. Et la suite, je pense que je n'ai nul besoin de vous la raconter,
car vous savez comment se déroula le mariage de Pavetta. Sous le règne de la puissante reine Calanthe, le royaume de Cintra prospéra comme nul autre pareil, à tel point qu'il attira vite les convoitises. Et avec les convoitises, il apporta aussi des fléaux comme la guerre. Mais ça, vous vous doutez bien que c'est une toute autre histoire. On en a déjà assez dit pour aujourd'hui, nul besoin de ressasser encore plus les fantômes du passé. Profitez du calme apparent mes chers compagnons, le prochain récit que je vous réserve ne sera pas de tout repos. Prenez garde sur la route et méfiez-vous des oreilles attentives, car les espions sont partout. Merci à vous de m'avoir écouté et prêté une oreille attentive, et à très bientôt, salut.